Alors, selon un sondage paru il y a quelques années, réalisé par l'Institut Harris, il y a 71% des Français qui ont déjà eu recours, une fois dans leur vie, à une médecine naturelle. Mais selon ce même sondage, il y a aussi 56% des Français qui affirment ne pas être bien informés au sujet des médecines naturelles. Ceci révèle donc, d'une part, que nous sommes prêts, dans notre grande majorité, à recourir à d'autres médecines que les médecines classiques, mais que nous avons besoin pour cela d'être mieux informés, de savoir de quoi il s'agit. Alors précisément, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une médecine douce, si on peut l'appeler ainsi, qui s'appelle la gémothérapie et au sujet de laquelle le docteur Jocelyne Louillot a fait un livre qui s'intitule « Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé ». Alors Jocelyne, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de cette médecine qui s'appelle la gémothérapie, un mot qui n'est pas très connu. Non. Et pouvez-vous déjà, dans un premier temps, nous expliquer ce que c'est que la gémothérapie ? Alors, le mot gémothérapie vient de gémae, qui veut dire à la fois bourgeon et pierre précieuse. Donc là, on va l'utiliser dans le cadre du bourgeon. Donc la gémothérapie, c'est une médecine qui est basée sur l'emploi, l'usage des bourgeons de plantes. Alors quand on dit bourgeon, c'est un petit peu une simplification parce qu'on ne va pas utiliser que le bourgeon. On va utiliser toute cette partie embryonnaire d'un arbre et d'une plante, donc à savoir les radicelles, les bourgeons, les jeunes pousses, ce qu'on appelle également les méristèmes. Donc les méristèmes, c'est toute cette partie intérieure d'une écorce, d'une tige, donc toute cette partie qui contient la vie embryonnaire, des cellules embryonnaires. D'accord, donc c'est bien au niveau de l'embryon de la plante. Les bébés cellules de la plante. D'accord, ouais. Donc c'est différent de la phytothérapie. Absolument. La phytothérapie va utiliser la plante à sa maturité. Donc on va plutôt utiliser les aubiers, mais on va utiliser les feuilles, les tiges, et donc la concentration n'est pas du tout la même que celle que l'on retrouve dans les bourgeons. Et par rapport aux fleurs de bac dont on parle aussi beaucoup, quelle est la différence entre la gémothérapie et les fleurs de bac ? Alors là, c'est pas la même chose. Dans les fleurs de bac, on va utiliser la plante dans sa totalité, racines, tiges, fleurs, feuilles et tout ça. Et on va les récupérer le matin avec la rosée qui sera déposée donc sur la plante. Après, on fait une ébullition et on récupère donc le principe de l'ébullition qu'on maintient dans de l'eau et du cognac. Et donc le but des fleurs de bac, c'est d'agir plutôt sur la sphère émotionnelle, à la différence de la gémothérapie qui pourra jouer sur la sphère émotionnelle, mais également sur d'autres pathologies beaucoup plus physiques. On en parlera tout à l'heure. Très bien. Alors déjà, d'où vient et comment est-ce qu'on a découvert la gémothérapie ? D'où vient-elle on peut parler d'une médecine pour la gémothérapie. Oui. Alors la gémothérapie est devenue une médecine à part entière dans les années 1950. Là, c'est là qu'on a commencé à lancer les études scientifiques sur la gémothérapie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage des embryons, des bourgeons, des choses comme ça, remontent à l'Antiquité, peut-être même avant, parce que l'humain a toujours observé la nature, a observé les animaux, et les animaux, encore aujourd'hui, utilisent les bourgeons pour soigner leurs petits. Donc il y a eu une observation, il y a eu une intuition qui a passé toutes ces années, et on retrouve les premiers écrits parlant des bourgeons dans un papyrus qu'on appelle le papyrus d'Ebers, donc un papyrus égyptien qui date de l'époque d'Imhotep Ier, donc à peu près 3500 ans avant notre ère, dans lesquels il était écrit que le bourgeon était source de jouvence. Alors donc la gémothérapie est née il y a très longtemps grâce aux animaux, en fait. Absolument, absolument. Ensuite, elle a été pratiquée un peu partout dans le monde, ou bien plutôt... Je pense que, là c'est une intuition, mais je pense que c'était dans le monde entier, puisque l'humain a toujours observé la nature depuis l'origine des temps. Donc du coup, les animaux ont toujours utilisé les bourgeons de plantes qui étaient à disposition là où ils habitaient. Donc l'humain a suivi la même chose. D'accord. Et donc, au fil des siècles, au Moyen-Âge aussi... Au Moyen-Âge aussi, donc il y a eu Hippocrate qui a... Alors dans ce papyrus d'Ebers, il développait déjà une centaine de plantes. Ensuite, Hippocrate a développé 230 plantes, et Hippocrate avait déjà montré les bienfaits des bourgeons de peuplier. Au Moyen-Âge, il y a eu cette moinesse extraordinaire qu'on appelle Hildegarde de Bingen,
qui est au goût du jour maintenant parce qu'elle était géniale, parce qu'elle nous a laissé des enseignements qu'on utilise encore aujourd'hui. Écrit, là. Écrit, parce que voilà, c'est à partir du moment où on a eu l'écriture qu'on a pu reparler des bourgeons. Et elle a mis au point un bourgeon, pareil, le bourgeon du peuplier, elle a mis au point un onguent efficace sur les hémorroïdes qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est extraordinaire. Après, ça a été repris par Paracels, et c'est en 1950 où on a le docteur Paul Henry qui a eu cette idée d'utiliser donc les cellules embryonnaires de plantes. Et donc, il y a eu l'ère des recherches et des techniques qui ont évolué et qui ont permis de faire des recherches sur qu'est-ce que contient un bourgeon. Quelle est la différence d'un bourgeon avec une feuille? Et donc, il s'est fait aider de grands noms de l'époque d'homéopathes, parce que le docteur Paul Henry était un homéopathe. Il s'est fait aider par le docteur Max Thetto, qui était également un homéopathe, qui a utilisé le laboratoire de Jean-Marie Pelt. Il s'est fait aider de grands noms de la recherche de la phytothérapie, comme le professeur Guillemin, le professeur Niance. Et ce sont eux qui ont lancé les études scientifiques d'études du bourgeon, de la recherche sur quelle plante, quel arbre, par exemple, dans toute la grande famille des tilleuls, quel est le tilleul qui sera le plus efficace sur des Donc pathologies. on peut dire qu'après avoir été pendant des siècles une médecine intuitive, absolument. La gémothérapie est devenue une médecine que l'on peut considérer comme reposant sur des critères scientifiques absolument. À partir du XXe siècle. Absolument. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les études continuent. C'est-à-dire, il y a eu les travaux donc, de ces grands noms de l'homéopathie, Dr Paul Henry, Max Thetto, mais les études continuent. Et on continue à faire des découvertes assez extraordinaires sur les substances qui sont dans tous ces bourgeons, radicelles, jeunes pousses, parce qu'avant, on ne connaissait pas les facteurs de croissance. Maintenant, on sait qu'ils contiennent des facteurs de croissance. On sait qu'ils contiennent des substances antioxydantes, des acides aminés, enfin, tout ce qu'on ne savait pas doser avant. Donc, on a eu une intuition extraordinaire de nombreux siècles et qui est prouvée maintenant par la science. Moi, je trouve ça fabuleux. Alors, vous nous avez présenté, en gros, l'histoire de la gémothérapie. Alors, quand vous parlez dans votre livre de pouvoir des bourgeons, est-ce que vous pouvez nous parler de façon un petit peu plus précise de ce pouvoir? Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? D'où vient-il? Et qu'a-t-il de particulier pour pouvoir ainsi nous aider à nous soigner? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un bourgeon de plante, un bourgeon, c'est l'information de la plante. Donc, toute l'information se trouve dans le bourgeon. Donc, l'information à savoir que va devenir cette plante. Un chêne, un tilleul, l'aubépine, et ainsi de suite. Donc, l'information, elle est là. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Dans cette information-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cellules qui vont être indifférenciées et qui vont permettre à sa plante de grandir. Donc, des cellules qui se multiplient à une grande vitesse, et donc, parce qu'elles sont très riches en facteurs de croissance. Et ces facteurs de croissance, quand on prend des bourgeons, eh bien, ils vont nous aider, nous humains, également, à accélérer la régénération d'un organe, à le purifier ou à traiter des problèmes. Donc on retrouve tous ces facteurs de croissance, mais pas que. On a découvert des hormones, on a découvert des acides aminés, on a découvert des vitamines, des sels minéraux, des huiles essentielles, des gommes, des polyphénols, enfin tout ce dont on parle là maintenant dans la médecine actuelle. Et donc, si je comprends bien, les bourgeons ont un pouvoir, une force de croissance. Une puissance de croissance, oui. Et une puissance de régénération. De régénération, tout est là. Et donc ça, c'est ce qu'on trouve quand on fait les analyses. Et donc les travaux de Max Thetto, entre autres, ça a été sur le bourgeon de cassis, par exemple, on s'est aperçu que ce bourgeon de cassis était très riche en vitamine C. La feuille de cassis n'aura pas la même teneur en vitamine C. Mais le bourgeon a beaucoup de vitamine C. Et on s'est aperçu qu'en plus de la vitamine C, ce bourgeon allait stimuler une glande qu'on appelle la surrénale. Donc du coup, ce bourgeon va avoir une action à la fois anti-fatigue, anti-inflammatoire, anti-allergique. Voilà. D'accord. Et alors comment est-ce qu'on réussit à extraire, si on peut dire, ces pouvoirs de croissance et de régénération? Alors, toute la subtilité de la gémothérapie, qui fait également la grande différence, parce que la gémothérapie fait partie de la phytothérapie. Donc, dans la phytothérapie, vous avez tout ce qu'on connaît actuellement, de la simple tisane, décoction, à la poudre ou à la plante qu'on maintient dans de l'alcool et tout ça. Toute la subtilité de ces confrères, c'est d'avoir mis ces bourgeons recueillis donc, au printemps, donc au moment où ils ont le plus de vitalité,
au moment où ils ont encore la sève qui est là, qui demande à pousser, où vous avez toute cette énergie qui est dans la terre, parce que c'est ça, un arbre, c'est des racines, l'énergie qui vient de la terre, et puis cette sève avec la force du soleil. Donc tout ça, c'est dans le bourgeon. Et donc la force de ces médecins, c'est d'avoir trouvé cette subtilité, de trouver 3 solvants, à la fois de l'eau, de l'alcool et de la glycérine. Et ces solvants vont permettre au bourgeon d'exprimer toutes ces substances. Donc les substances qui seront à la fois hydrosolubles dans l'eau, liposolubles dans l'alcool, et donc les huiles essentielles qui vont pouvoir s'exprimer dans la glycérine. Et donc c'est ce mélange, ce macérat glycériné qui donne le pouvoir à ces bourgeons. Vous mettez des bourgeons que dans de l'alcool, il n'y aura qu'une partie de l'action. Vous les mettez dans de l'alcool, plus dans de la glycérine, plus dans de l'eau, vous exprimez toutes les substances qu'on trouve dans ce bourgeon. Alors concrètement, comment ça se présente, ces macérats? C'est dans des bouteilles, c'est un liquide? C'est un liquide, oui, parce que dans ce liquide, il faut bien comprendre que vous avez les 3 solvants, donc l'alcool, l'eau et la glycérine. Et donc les substances actives sont maintenues dans ce solvant-là. Donc ça sera une petite bouteille. Alors on le prend comment? C'est des gouttes qu'on met dans un verre d'eau? Voilà, des gouttes qu'on met dans un verre d'eau. Donc j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'on a quand même deux schémas différents de macérat glycériné. Donc on a, lorsqu'on a fait l'expression, la première, où on a mis donc les plants dans les 3 solvants, c'est ce qu'on appelle le macérat mère. Donc là, ça sera un tout petit flacon, des gouttes, et donc on a un dosage qui est bien précis, 15 gouttes par jour par exemple, de ce macérat qu'on met dans un petit peu d'eau, qu'on avale, toujours de préférence à distance d'un repas pour éviter les interférences éventuelles avec un aliment ou avec de l'alcool ou autre chose. Donc ça c'est le grand principe. Et on a la deuxième formule qui est la dilution dite en D1, donc première dilution décimale. N'oublions pas que ceux qui sont à l'origine de l'homéopathie, de la gémothérapie, ce sont des homéopathes. Et donc en tant qu'homéopathe, on aime bien faire des dilutions, parce que lorsqu'on fait une dilution de produit, donc on prend ce macérat mère, on fait une première dilution dite décimale, donc une goutte de macérat dans 99 gouttes d'eau, on agite. Et cette agitation va bouger les molécules, envoyer une charge un petit peu électromagnétique, une information, parce que nous sommes dans un monde d'information, dans un monde de vibration. Et le principe même d'action de l'homéopathie, c'est justement cette information, cette vibration. Donc on a cette dilution-là. Comme c'est une dilution, on va utiliser plus de gouttes. Donc on mettra 50 gouttes. Et l'effet des macérats, il est immédiat ou alors le temps doit intervenir Alors tout dépend de la raison pour laquelle on prend ce macérat. On peut très bien l'utiliser en phase aiguë. Vous avez une douleur, par exemple. Vous faites une douleur d'arthrose, vous avez besoin d'un anti-inflammatoire. Vous prenez de la vigne rouge et vous allez prendre en macérat mère, puisque c'est ce qu'on retrouve le plus maintenant, puisque l'homéopathie malheureusement est en disgrâce. Donc en macérat mère, vous allez prendre 5 gouttes toutes les heures pendant 3-4 fois de suite pour calmer la douleur. Vous avez, donc ça peut être relativement rapide, immédiat. Vous avez un problème, un début de refroidissement, pardon. Vous allez prendre des gouttes de cassis, par exemple. Là, vous allez faire 5 gouttes 3 fois par jour. Et vous avez un problème de fond. Vous avez un terrain allergique, vous avez des douleurs chroniques, vous êtes migraineux, vous avez du mal à dormir. Dans ce cas-là, ça sera un traitement de fond. On va prendre 5 gouttes ou 10 gouttes en fonction de l'intensité du problème par jour, 20 jours par mois. Pause 10 jours et on recommence 20 jours par mois. Et on peut faire des traitements de fond. Mais est-ce que les macérats peuvent remplacer les médicaments classiques ou est-ce qu'ils sont des compléments? Les deux, j'ai envie de vous répondre, les deux. Tout dépend de la raison pour laquelle on va prendre. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un traitement antihypertenseur, par exemple. Vous avez la tension artérielle. Vous prenez un traitement antihypertenseur. Vous prenez votre médicament chimique antihypertenseur parce qu'il est là pour équilibrer votre tension. Mais tout médicament a des effets secondaires. Et le médicament antihypertenseur va jouer que sur la tension. Point. Vous allez faire un traitement de fond en homéopathie, vous allez jouer en même temps sur le terrain, qui est la cause de votre hypertension artérielle. Donc vous pouvez très bien rajouter de l'olivier, par exemple. Vous pouvez très bien rajouter du citron, enfin un dérivé de citron, par exemple. Ça, c'est en complément de l'allopathie. Vous avez un traitement de chimiothérapie, par exemple. Il n'est pas question d'arrêter la chimiothérapie parce qu'elle est là pour vous sauver votre vie. Mais vous pouvez prendre parallèlement un complément d'homéopathie pour en soins de support. Donc soit récupérer de la fatigue après la chimiothérapie, soit prendre par exemple des jeunes pousses de romarin pour régénérer votre foie, tout en sachant qu'il y a des précautions d'usage, parce que la gémothérapie a des précautions d'emploi.
Par exemple, comme on sait qu'il y a des hormones dans certaines plantes, dans certaines préparations, si vous avez un cancer hormonodépendant, il ne faudra pas les prendre. Si vous avez de la Ce que vous venez de dire, cela veut dire aussi il n'est pas recommandé de faire de l'automédication, ou on peut faire de l'automédication? On peut faire de l'automédication à la condition d'avoir un ouvrage dans lequel on vous dit les limites d'usage. Ou alors un médecin qui connaît la gémothérapie, qui vous dit dans telle situation, je vous le déconseille, ou vous le prenez, vous arrêtez de le prendre 2 jours avant la chimiothérapie, par exemple. Donc si je comprends bien quand même... C'est une médecine. Oui, c'est une médecine, mais une médecine qui soigne aussi bien les petits bobos, c'est ça, les troubles fonctionnels, que des pathologies beaucoup plus lourdes. Alors elle ne soigne, je n'ai pas le droit de dire qu'elle soigne des pathologies plus lourdes. Je peux dire qu'elle accompagne le traitement de pathologies lourdes. Mais elle ne se substituera pas à un traitement allopathique pour une pathologie lourde. Il faut faire très attention à ça. Mais elle est utile. Malgré tout, elle est utile parce qu'elle permet déjà à la personne de devenir responsable de son traitement. Parce que je pense que dans cette société, on est un petit peu à la recherche maintenant de devenir responsable de ce que l'on fait, de ce que l'on prend. Et puis, elle correspond à ce besoin de naturalité. Parce que chaque être humain a cette conscience qu'il appartient à un grand tout, qu'il appartient à la nature. Donc, il a besoin aussi de cette naturalité. Et utiliser des bourgeons de plantes, c'est retrouver un petit peu sa part de naturalité et sa part de responsabilité dans son traitement. Mais il faut quand même être informé. Ma grande désolation de médecin, c'est de voir que malheureusement, toute cette médecine dite douce sont ouvertes à tout le monde sans précaution d'emploi. Et dans le livre, je précise bien, attention, il y a l'alcool. Donc si vous êtes en sevrage d'alcool, ne prenez pas cette forme de gémothérapie. Les enfants, il y a de l'alcool. Même si l'alcool est très faible et qu'elle est toujours moins dosée que l'alcool qu'on trouve dans un sirop contre la toux, je préfère le préciser. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours cette évolution de la science qui font que les laboratoires maintenant réussissent à fabriquer de la gémothérapie en supprimant l'alcool. Ça, c'est un plus, c'est nouveau, hein, c'est récent. Et donc, je le disais tout à l'heure, vous avez des plantes comme l'érel, comme le pommier, comme l'amandier, des choses comme ça, qui ont des hormones, qui contiennent des hormones. Donc, si vous avez un cancer hormonodépendant, non, il faut demander à l'oncologue, est-ce que je peux le prendre ou pas ? Il faut faire attention à ça. Vous avez un traitement fluidifiant. Vous prenez par exemple un AVK, de l'héliquise, des choses comme ça pour une raison, une pathologie. Faites attention, il y a des plantes qui vont aggraver la fluidité du sang. Donc on ne mélange pas. On ne prend pas de ginkgo biloba par exemple si on a à côté un traitement fluidifiant. Voilà. Donc ça, elles sont très minimes, ces précautions d'emploi, mais il faut en tenir compte quand même. Est-ce que vous connaissez des maladies qui ne peuvent pas être soignées par la gémothérapie ? Actuellement, est-ce qu'il y en a L'épilepsie, par exemple, parce qu'on n'a pas de médicaments qui sont actifs sur l'épilepsie, déjà. Et en plus, une personne qui est épileptique prend des médicaments qui vont contre-indiquer l'emploi de plantes. Parce que, par rapport à ces découvertes récentes, on sait maintenant que sur chaque petite cellule, il y a des petits récepteurs qu'on appelle donc les cytochromes qui pénètrent au médicament de pénétrer. Et si à côté de ça, vous mettez une plante, quelle que soit la forme de la plante, vous allez empêcher le médicament de pénétrer dans la cellule. Ou alors vous risquez de potentialiser les effets secondaires de la plante. Donc l'épilepsie, oui. Les cancers, moi je dis qu'il faut rester très très prudent. Quand on a un cancer et qu'on a un traitement par chimiothérapie, il faut faire très attention à ne pas mélanger tout et n'importe quoi. La même chose pour les huiles essentielles, pour la phytothérapie, il faut faire très très attention. Les pathologies graves comme les troubles psychiatriques graves, là il faut faire attention aussi. La gémothérapie... Donc vous voulez dire que la gémothérapie ne peut pas agir sur les états émotionnels, à la différence par exemple des fleurs de Bach? Si, l'homéopathie agit sur des états émotionnels, mais jusqu'à... La gémothérapie, pardon, agit sur les états émotionnels, mais jusqu'à un certain stade. Donc tout ce qui est trouble anxieux, oui. Tout ce qui est petite dépression, oui. Tout ce qui est trouble fatigue, lassitude, tout ça, ça agit très bien. Insomnie. La gémothérapie agit très bien en sevrage d'anxiolytiques, en sevrage d'antidépresseurs. Parce qu'on a des plantes comme le figuier, par exemple, qui contient dans la jeune pousse de figuier, il contient des substances, du tryptophane, entre autres. Et le tryptophane est à l'origine de la fabrication par l'organisme de la mélatonine. Donc le figuier va pouvoir, de la sérotonine et de la mélatonine, donc les jeunes pousses de figuier vont pouvoir permettre un sevrage en médicaments. Donc c'est léger, vous prenez que ça. Vous aviez un traitement antidépresseur, un traitement anxiolytique, vous pouvez prendre le figuier pour faire un sevrage progressif. Donc c'est intéressant, mais il y a des limites. Vous êtes à risque de suicide, non. L'homéopathie, la gémothérapie ne pourra pas vous aider. Parce que à partir du moment où il y a un risque vital, on n'utilise pas.
la gémothérapie. Est-ce que la gémothérapie s'adresse à tous les âges de la vie? On peut utiliser la gémothérapie pour un nourrisson, pour un petit enfant, pour une personne âgée, pour... Alors, oui. Et la seule limite chez les enfants, c'est l'alcool. C'est la teneur en alcool. Donc le consensus actuel, c'est une goutte par année d'âge, jusqu'à 12 ans. Et arrivé à 12 ans, on a un dosage d'adulte. Mais une goutte par année d'âge, ça ne fait pas beaucoup chez un nourrisson. Non. Mais on peut quand même utiliser sur un court terme. Par exemple, vous avez un nourrisson qui est tout le temps malade, qui est à la crèche par exemple, et puis qui fait toutes les rhinopharyngites qui sont utiles pour le développement de son système immunitaire, mais bon, qui est toujours malade. On peut très bien lui donner des gouttes d'églantier, ça marche très bien, ou de bouleau, qui augmente les globules blancs. Donc on peut, oui, personnes âgées. Alors, s'il y a un domaine où la gémothérapie fonctionne merveilleusement bien, ce sont chez les personnes âgées. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication. Mais une personne âgée qui a des problèmes de sommeil, par exemple, le tilleul, le figuier, marche très bien. Qui a des problèmes articulaires, d'arthrose, vous lui donnez de la vigne rouge, du pain, génial. Une personne ménopausée, une femme ménopausée qui a de l'ostéoporose, on lui donne de la ronce. Ça marche hyper bien. Beaucoup de personnes, âgées ou non d'ailleurs, ont des problèmes de dos. On dit que c'est le mal du siècle. Oui, entre guillemets. Est-ce qu'on peut soigner ce genre de problème par la gémothérapie? Oui, on peut. Donc toute la difficulté, c'est de se dire, est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est articulaire? C'est la complexité en fait du diagnostic. Donc pareil, avec un livre qui explique les symptômes, on peut très bien savoir quelle plante il faut prendre. Mais je parlais tout à l'heure du cassis, qui était donc le bourgeon, le premier bourgeon qu'on a étudié, donc Max Thetto et puis Jean-Marie Pelt. Ils ont étudié le bourgeon de cassis. S'il y en a un à garder, c'est celui-là, parce qu'il fait tout. Il fait tout. Il va stimuler un processus naturel de l'organisme, donc il va aller agir directement sur la glande surrénale. C'est ça qui est génial, c'est qu'il va stimuler, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, mais dans certains bourgeons, on sait très bien qu'il y a une sympathie de fonctionnement avec les organes. C'est comme s'il se mettait en sympathie et il va stimuler des glandes. Par exemple, le bouleau va stimuler la thyroïde, le figuier va stimuler l'hypothalamus. Donc on a des plantes comme ça qui agissent et le cassis va stimuler la surrénale. Donc là, dans cette période actuelle où il commence à faire nuit un petit peu tôt, on est un peu fatigué, on est patraque, il y a de l'humidité, ça va pas trop bien, on prend du cassis, des bourgeons de cassis. Que vont faire ces bourgeons de cassis? Ils vont aller directement stimuler la surrénale. La surrénale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sécréter le cortisol naturel, qui est un anti-inflammatoire naturel, puisqu'il est libéré par le corps. Et là, vous avez une action qui va agir sur les causes de vos douleurs. Mais je suppose que tous ces bourgeons, il doit y avoir à la base une culture bio. Il faut que ce soit une culture bio. Ah bah oui, c'est indispensable. Oui. Donc d'où l'intérêt de sélectionner ces laboratoires. Alors c'est vrai que lorsque c'était encore du domaine de la gémothérapie, quand j'ai exercé la médecine, j'avais droit donc à cette gémothérapie en dilution D1. On avait cette fiabilité de culture, de plantes, de recueil de plantes, et puis on avait toute cette traçabilité indispensable à la pharmacie, parce que ça faisait partie de la pharmacologie française. Là maintenant où les laboratoires, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin on a supprimé un petit peu l'homéopathie, elle est passée en disgrâce, eh bien la porte a été ouverte à plein d'autres laboratoires. Donc quand on choisit son laboratoire pour avoir des flacons de gémothérapie, soit on passe par son pharmacien, parce qu'il a ce label de sécurité, soit on fait très attention à la production des plantes, au recueil des plantes et au mécanisme de fabrication des plantes. Oui. Alors, jusqu'à maintenant, vous nous avez parlé des effets sous un angle, je dirais presque scientifique. Or, il y a quelque part dans votre livre un passage qui m'a interrogée. Vous dites, je vais le retrouver, ce passage, voilà. Pensez à prendre vos médicaments ou tout autre remède en conscience. Être conscient de ce que l'on prend, informer notre corps de ce que l'on souhaite améliorer, c'est l'aider à retrouver l'harmonie, c'est le respecter, c'est vous respecter, et retrouver aussi cette connexion cosmique qui fait de vous un être spirituel. Oui. Donc, vous venez de nous parler de l'effet de la gémothérapie, donc on a l'impression que tout marche grâce à la gémothérapie, mais en même temps,
cette annotation que vous avez ajoutée dans votre livre laisse entendre, si je comprends bien, que il n'y a pas que les faits, il y a aussi notre propre comportement, je dirais presque spirituel. Absolument. Mais ça, c'est vrai pour toute médecine. Je veux dire, on est arrivé dans une société où on est devenu très passif par rapport à un traitement, par rapport à une pathologie. On est passif. Et c'est ce côté passif qui fait que on ne guérit peut-être pas ou qu'un traitement ne fait pas son efficacité. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, certes, que nous avons un corps matériel, mais que nous sommes tous des êtres spirituels. Et que c'est indispensable. Et que si on n'a pas... Donc l'effet peut être amplifié. Oui. Voilà. Vous dirigez l'information. Nous sommes dans un monde vibratoire, nous sommes dans un monde informatif. Les arbres sont là aussi pour nous accompagner. Il ne faut pas oublier quand on prend des bourgeons de plantes, on prend tout le vécu de l'arbre. Il est là, toute l'information et tout ce que l'arbre a dû mobiliser comme substance pour résister, pour s'adapter au changement, pour permettre cette évolution. Tout est là dans l'embryon. Et nous, on en profite quand on le prend. Mais il faut quand même qu'on informe les choses, parce que s'il n'y a pas d'information, il ne se passera rien. Et donc si vous dites, vous prenez des gouttes comme ça, sans savoir pourquoi vous les prenez, il y aura une part d'action, mais une action qui ne sera pas pleine. Vous prenez des gouttes, par exemple, de figuier, par exemple. Vous avez à la fois des problèmes digestifs, de colopathie, de gastrite, vous n'arrivez pas à vous endormir, vous êtes dans la rumination. Vous prenez les gouttes de figuier. C'est clair qu'il va y avoir une amélioration, mais elle ne va pas durer dans le temps. Vous prenez ces gouttes de figuier et vous informez en disant « je prends ces gouttes pour améliorer mon sommeil ». Vous informez, vous parlez à vos cellules, vous n'êtes pas complètement indépendant dans un univers où il ne se passe rien. Vous reprenez la maîtrise de vous-même et vous êtes un être humain entier, c'est-à-dire que vous agissez sur tous les plans de votre organisme, à la fois le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. On ne peut pas se déconnecter de ce spirituel. À partir du moment où on est en vie sur cette terre, on est connecté. C'est une manière de vivre réellement en harmonie. En harmonie avec tout ce qui est autour de nous. C'est capital. Alors, dans votre livre, il y a des aspects extrêmement pratiques et concrets qui peuvent être utilisés par tout un chacun. Et vous nous dressez notamment une liste de macérats indispensables. Le top 30. Voilà, le top 30. Le top 10. Le top 10, oui. Le top 10, oui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, quels sont, selon vous, justement, quelques-uns de ces macérats, vous n'allez pas tous nous les présenter, mais indispensables chez nous, à avoir sous la main? Le premier, c'est le cassis. Parce qu'avec ces bourgeons de cassis, vous faites beaucoup de choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il contient des substances, des facteurs de croissance, il contient des hormones, il va stimuler directement donc, les glandes surrénales. Les glandes surrénales, tout le monde en entend parler parce que c'est les glandes qui sont malmenées dans des situations de stress. Il faut quand même être honnête, on est quand même une société de stress. Donc on épuise nos surrénales. Quand nos surrénales sont épuisées, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, on est raplapla, on n'a plus le moral et on tombe malade. Et on fait des pathologies inflammatoires. Donc s'il y en a un à avoir dans sa pharmacie, c'est le cassis. Voilà. Après, moi j'aime beaucoup... Un ou deux autres encore? Oui, le tilleul. Oui. Le tilleul, toujours pareil pour le... Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le cassis, il est anti-fatigue, anti-allergique, anti-inflammatoire. Plein de vertus. Le tilleul, c'est celui qui va vous apaiser. Parce qu'on est toujours dans cette société où c'est vite, 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 et toujours plus, et toujours plus, stressante et tout ça. Donc à un moment donné, on s'épuise. On prend du tilleul, on s'apaise, on s'harmonise avec soi-même, et on va mieux. Le figuier, parce que le figuier, il agit également sur toute cette composante obsessionnelle. Et si, et ça, et pourquoi j'y arrive pas. Et on finit par se rendre malade. Donc tous nos troubles fonctionnels qui sont dus à cet excès de mentalisation, à ce petit vélo qui est toujours dans la tête comme ça et qu'on n'arrive pas à arrêter, on prend du figuier. Après, on a toute la famille des bouleaux. Alors le bouleau, c'est un arbre extraordinaire, mais vous êtes fatigué. On en parle surtout au printemps. Faire une cure de bouleau. De bouleau pour drainer. Oui. Pour drainer, ça c'est génial. Alors le bouleau, c'est un anti-fatigue extraordinaire, il agit sur le surménage. Mais puisqu'on parle du printemps et on parle du drainage, donc la notion de drainage est une notion qui est très homéopathique, mais qui est indispensable, même sans... C'est-à-dire nettoyer notre corps. Exactement. Le simple fait de vivre, de respirer,
de manger, qu'est-ce qui se passe? On va libérer des substances toxiques, on va libérer des substances dites oxydantes, qui vont empêcher cette information d'une cellule à une autre cellule, et qui vont finir par nous déconnecter de nous-mêmes et déconnecter un groupe de cellules de l'ensemble de l'organe. C'est comme ça qu'on crée des pathologies. Donc le fait de prendre de la gémothérapie pour drainer, vous libérez un petit peu le corps de ces toxines. Une chose importante, on prend des médicaments. Le simple exemple de la pilule œstroprogestative, utile. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le corps stocke. Il n'arrive pas à éliminer l'intégralité des hormones qui sont prises. C'est comme ça qu'après, on peut basculer dans des pathologies, ne serait-ce que de prise de poids, de cholestérol, et ainsi de suite. Le fait de prendre régulièrement des gouttes de macérat, glycérine et de romarin, vous allez éliminer ces toxines accumulées au niveau des cellules hépatiques et vous redonner une meilleure efficacité donc, à votre pilule œstroprogestative et nettement moins d'effets secondaires. Merci Jocelyne Nouillot. On n'a pas pu voir malheureusement tout dans le détail, mais franchement, votre livre est excellent, Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé, parce qu'il est extrêmement complet et très pratique et simple. Simple d'utilisation. Il y a un index à la fin avec pas mal de pathologies, mais une cicatrice, de la constipation, de la trachéite, de la toux, l'ostéoporose, enfin, tout y passe par ordre alphabétique dans cet index. Et puis, il y a quelques 30 macérats qui sont présentés de façon à la fois simple, rapide, mais complète, avec l'aspect historique, les études scientifiques qui ont été faites, les indications, les associations conseillées et les conseils d'utilisation. Donc vraiment un livre à avoir chez soi, sous la main. Il est paru chez Erol, et il s'appelle « Les fabuleux pouvoirs des bourgeons pour votre santé ». Pour être parfaitement complète, je dirais que vous en êtes l'auteur, vous êtes médecin, mais vous en êtes l'auteur avec une personne diététicienne. Une naturopathe. Et naturopathe qui s'appelle Caroline Chaussade. Oui. Et il y a une collaboration également du docteur Dupont ce livre pour la réalisation de ce livre. Voilà, ce livre a pu exister grâce à Paul Dupont, le docteur Paul Dupont, qui est un laboratoire qui commercialise également donc, la gémothérapie. Et c'est grâce à lui et à Caroline Chaussade qu'on a eu accès à toute une source bibliographique quand même très importante. Voilà, bien je disais au début de cette émission que 56% des Français estiment être mal informés. J'espère que grâce à votre intervention, ils seront mieux informés au moins sur la gémothérapie. Je le souhaite aussi. Ce qui est très important, c'est se soigner tout seul, oui, à condition de faire ça en toute sécurité. Donc il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. Et savoir que la nature, c'est bien, les plantes, c'est bien, mais on ne peut pas tout mélanger et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on se met en danger. Donc il faut vraiment tenir compte des limites de certaines plantes, sachant que les plantes contiennent des hormones, il faut faire attention. Voilà. Merci. Merci à vous.